Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. C'est tous les jours en direct du lundi au vendredi. Je suis très heureux d'être avec vous, évidemment, avec vos rubriques habituelles, bien dans son job. Aujourd'hui, stop à la QVT gadget. On va revenir sur la qualité de vie au travail, car la QVT, ça veut dire la qualité de vie au travail. On en parle avec la fondatrice de Lily Facilite la vie. Elle accompagne justement les entreprises pour travailler sur cette question de la QVT. Smart et réglo, pourquoi le plan canicule est-il si important? Alors vous me direz aujourd'hui, ça ne compte pas, parce qu'il pleut presque partout, mais il faut anticiper, on en parlera avec un avocat dans quelques instants. La pause café, incontournable avec Fanny Griesmer. Oui, la tenue vestimentaire en entreprise, ça c'est sérieux, évidemment c'est du langage non verbal, mais il a son importance, évidemment, on en parlera avec Fanny. Le cercle RH, qui est notre débat quotidien, on va s'intéresser à la place des réfugiés au sein du monde du travail, réfugiés politiques, comment font-ils pour accéder à l'emploi? Vous allez le voir, c'est un parcours du combattant, un parcours de haie, et pourtant, cet accès à l'emploi, c'est la clé d'une intégration réussie. On en parlera notamment à travers des entreprises et des structures qui favorisent le mentorat, l'accompagnement. On fera le point dans quelques instants, ce sera le thème de notre débat. Et Fenêtre sur l'emploi, directeur des études de Cadre Emploi, nous parlera des nouvelles manières de recrutement. Oui, c'est notre rubrique recrutement. Cadre Emploi, s'est intéressé à toutes ces nouvelles méthodes. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on s'intéresse à la qualité de vie au travail avec Magali Siméon. Bonjour Magali. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Ça va bien. Comme on se disait, un peu fatigué, la période fatigué. Est un peu, mais je vais bien. Bonne qualité de vie sur le studio quand même, vous qui vous intéressez. Oui. C'est bien. Oui, j'ai trouvé que vous étiez très chouchouté. Très chouchouté, c'est vrai, j'ai une très belle équipe. Cofondatrice et CEO de Lily Facilite la vie, vous étiez venue nous rendre visite au début de l'émission. Oui, il y a 7 mois. Oui, c'est ça. On va s'intéresser à la qualité de vie au travail. D'abord, ce qui est intéressant, c'est en préparant l'émission, grâce à vous d'ailleurs, j'ai découvert que cette notion de QVT, dont on parle beaucoup là, depuis cette crise Covid, ça a été créé ou inventé, conceptualisé aux États-Unis dans les années 30. Oui. Mais c'est très en avance, les Américains, sur cette qualité de vie au travail. Oui, je pense que, en fait, dans les années 30, les Américains se sont demandé, entre autres, il y avait un sujet d'addiction. Vous voyez la série Mad Men, on boit, on fume au travail, et c'est devenu un problème parce que ça suscitait des accidents, des choses comme ça. Et donc, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, ils ont commencé à réfléchir à comment on peut faire en sorte d'accompagner les gens dans leurs problèmes pour qu'ils soient plus productifs. Et c'est très à l'américaine. Donc en mettant des indicateurs, en regardant où est-ce que les gens pouvaient perdre en implication ou en énergie, et derrière en montant des programmes dont Lily Facilite la vie s'est beaucoup inspiré, qui sont des programmes qui accompagnent les salariés sur leur fragilité ou sur les moments de changement dans leur vie qui peuvent générer des fragilités jusque dans la vie professionnelle. Pour être pragmatique, les Américains sont pragmatiques. Oui. Ils ont considéré que si on facilitait, on améliorait la qualité de vie au travail de leurs collaborateurs, ils seraient plus productifs. Il faut être assez basique. C'est comme ça qu'ils ont vu le problème. C'est ça, mais en allant plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, dans qualité de vie au travail, vous avez à la fois comment je suis quand je vais travailler, et puis vous avez aussi comment j'équilibre et je concilie. Et en fait, dès les années 30, avec ces programmes, aujourd'hui, il y a quasiment 70% des employeurs américains qui offrent des programmes de ce type-là aux salariés. Dès les années 30, ils se sont dit, en fait, s'ils ne sont pas bien dans leur vie, ils ne seront pas bien dans leur vie professionnelle. C'est les vases communicants. Ouais. C'est l'étude d'ailleurs que vous avez développée, présentée là, en début d'année, me semble-t-il, où on voit l'interconnexion de la vie personnelle sur la vie professionnelle et l'interconnexion de la vie professionnelle quand on rentre chez soi. Moi, ça a été une de mes surprises au résultat de cette étude. Et ça, c'est... Alors, accentué, aggravé, on utilise le mot qu'on veut dans cette période de crise, c'est-à-dire le mélange entre le pro et le perso. Moi, j'ai rencontré des dirigeants qui disaient « Ah oui, le perso, ça prend de la place dans le pro », mais en fait, 3/4 des gens qu'on a interrogés disent « Je rentre à la maison avec le travail. » Avec mon téléphone portable. Et quand je suis en télétravail, je ne rentre même pas au travail. C'est-à-dire que toutes les études montrent que le télétravail a généré plus de productivité. Globalement, les salariés ont basculé le temps de trajet sur du temps de travail. C'est ça. Ce qui interroge quand même sur la conciliation. On aurait pu se dire, j'en profite pour faire un quart d'heure de jogging, ou n'importe quoi. Je veux dire, on court pas, mais en fait, ça bascule pour soi et pour l'équilibre. Et ça, selon vos études, parce qu'il y a un vrai débat quand même en ce moment chez les chefs d'entreprise qu'on croise, la petite phrase en ce moment, c'est « je vais essayer de les faire revenir quand même ». Ah ouais. Vous l'entendez ça? Ah ouais. Et c'est très étrange. Si vous donnez la phrase entière, je vais essayer de les faire revenir au travail. Au travail, c'est exact. Mais en fait, ils y étaient déjà. Vous allez les faire revenir au bureau.
Ce qui n'est pas du tout la même chose. Ah oui, je l'entends beaucoup et elle m'agace beaucoup. Parce que c'est vrai qu'en croisant beaucoup de patrons, de CEO, de décideurs, de managers, cette phrase, elle est quand même terrible. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas tiré les conséquences de cette année de Covid où effectivement beaucoup de collaborateurs ont travaillé à distance, plutôt convenablement, d'après vous. Ah oui. Toutes les études le montrent. Hein. Ça va être compliqué. Enfin, ça va être compliqué. Vous êtes là aussi pour prophétiser, mais arriver dans une entreprise pour dire travailler sur votre qualité de vie, on vous répond ben non, mais attendez, nous on vend des produits, il faut qu'on fasse du chiffre, on n'a pas le choix, faut marcher, il faut travailler. C'est pour ça que je parle d'attention à la qualité gadget, c'est-à-dire il y a ceux qui font pour faire comme les autres, il y a ceux qui font parce qu'il y a des lois en France qui obligent, hein, donc ils ouvrent des négociations. Moi, je connais un grand groupe qui a ouvert sa négociation il y a 2 ans et demi, mais elle n'est toujours pas terminée, quoi. Donc, ils discutent, ils négocient. Et en fait, les chiffres montrent que les gens vont de moins en moins bien. Là, je pense qu'on va avoir une espèce de période de redout. On a le droit de sortir, on va en terrasse. L'été. Mais septembre, les gens vont moins bien, s'interrogent sur leur rapport au travail et ont du mal à entendre il faut qu'ils reviennent au travail. Magali, votre argument, c'est aussi de dire finalement la qualité de vie, c'est aussi une manière de faire de la rétention de talents, de garder vos talents. Parce que si vous ne leur offrez pas un accompagnement, ils vont partir. Alors, il y a 2 choses. C'est une façon d'avoir des gens bien dans leur tête. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait quand même, sans avoir besoin de chiffres, se dire que quand les gens vont bien, ils travaillent mieux. Enfin, les chiffres le montrent, mais dans l'absolu. Et puis aujourd'hui, alors, ça a commencé avec les millennials. Hein, nous, on a des clients qui ont une population majoritairement millennials et qui disent, voilà, si ça ne se passe pas comme ils veulent, ils s'en vont. C'est exact. Mais moi, en ce moment, toutes les semaines, je rencontre des copains, des anciens collègues qui disent « Bon, raconte-nous comment tu as fait pour sortir de l'entreprise, parce que là, on se pose la question. » Et c'est un vrai... Enfin, moi, je pense qu'on va vraiment vers un phénomène. Et ceux qui vont le faire vont être ceux qui sont capables de générer leur activité. Mais votre travail, il est extrêmement transversal quand même. L'action concrète, puisqu'on a vu la philosophie américaine, sur laquelle vous vous appuyez d'ailleurs, en termes de méthodologie, c'est très transversal parce que ça veut dire que, en allant très loin, on remet en question d'ailleurs le management, la manière dont on manage. Ça va chercher loin la qualité de vie au travail. Oui, moi je pense que il me semble qu'en France, on a eu beaucoup des managers intermédiaires qui ont été très souvent les plus experts qui étaient promus. Et en fait, le sujet des soft skills devient un sujet très central et qui a été sous les projecteurs pendant cette période de télétravail. Si mes équipes ne sont pas à côté de moi et si je ne sais pas vraiment manager, c'est-à-dire faire du 360, faire du débrief, percevoir le non-verbal, du feedback, et ça devient compliqué. Et donc, certaines entreprises l'ont compris, ont commencé des vrais programmes de formation de leurs managers. Alors, il y a ces lois, il y a des négociations qui s'ouvrent. La QVT, ça rentre quoi dans la grande boîte de la RSE? On la range dans la RSE, on la met où cette QVT? Elle se range où? Au départ, c'est dans le droit du travail. Donc c'est vraiment une responsabilité du responsable du DRH. Après, oui, la façon dont les gens sont dans l'entreprise, le bien-être au travail est un élément de la RSE. C'est-à-dire, moi, c'est ce que j'appelle la symétrie des attentions. C'est-à-dire la RSE où on projette plein de choses. Je dis comment je traite le monde, je dis comment je traite mes fournisseurs, je dis comment je traite mes clients. C'est vrai. C'est pas mal de dire comment on traite ses salariés aussi. On a eu un invité qui avait conceptualisé cette idée, qui était venu nous parler justement de cette symétrie. C'est vital. En fait, il faut traiter son collaborateur comme on va traiter un client, avec toute la bienveillance, l'accueil, le service. Et c'est vrai que ça n'existe pas encore. Enfin, quel est le niveau de maturité, vous qui rencontrez vos clients, mais aussi vos prospects, on en est où, notre niveau de maturité sur ces questions? La sortie de la crise moi, avant la crise, j'ai rencontré des DRH qui me disaient la vie personnelle de mes gars, c'est pas mon problème. Voilà. Ça. Donc, c'est la vie privée, quoi. C'est ce qu'on entend dans les boîtes. Voilà. Vie privée, bon. Voilà. En sortant là de la crise, c'est quelque chose qu'on n'entend plus du tout. Oui, tout le monde dit que c'est sur la table. Des fois un peu comme des poules qui ont trouvé un couteau, c'est-à-dire ok, mais qu'est-ce qu'on en fait, jusqu'où on va? On est un peu embarrassé avec la QVT. Je pense que honnêtement, l'âge du dirigeant joue aussi, c'est-à-dire quand on sort d'avoir été un dirigeant dans une catégorie un peu capitalisme patriarcal, c'est une vraie transformation. Mais dans les jeunes boîtes et chez les startups, c'est pas forcément mieux non plus. C'est-à-dire que le baby-foot n'est pas non plus signe d'une qualité de vie au travail pour les équipes. Je suis d'accord. C'est un sujet sur la table, mais sur lequel on a encore un peu à progresser. Votre mission dans l'année à venir, c'est quoi? C'est de prophétiser, c'est de développer, c'est de mettre en place des méthodologies concrètes
comment on fait là? Parce que quand vous arrivez, vous ouvrez votre boîte à outils, vous leur dites voilà, ou d'abord il y a un diagnostic par rapport à l'entreprise, si c'est une entreprise industrielle, si c'est une entreprise de la tech. On ne met pas en place les mêmes choses, j'imagine. Clairement. Alors ce qu'aiment bien les employeurs quand on arrive, c'est que comme nous on a du recul, on sait leur dire, avant même d'avoir rencontré leurs équipes, on sait positionner les 3 gros problèmes. Donc ça déjà ils disent ah oui d'accord. Donc après on n'est pas... Moi je pense qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'analyse de data. Moi je crois beaucoup à 2-3 groupes de 8 personnes qui vous racontent. Le qualitatif, pour moi, est très important parce que, OK, une fois que j'ai l'âge moyen des personnes, je sais à peu près ce qui va leur arriver dans leur vie parce qu'on a des parcours de vie qui se ressemblent. Et vous malaxez, en fait, ces groupes. Le quali est super important et c'est ce qui va permettre après pour nous de dire à une entreprise, bah, voilà pour nous sur quoi vous pourriez mettre l'accent. Et dans la plateforme Lily, voilà sur quoi on va mettre l'accent parce que c'est adapté à vos clients salariés, en fait. Et c'est pas du générique, c'est fait pour cette population-là. Parce que vous êtes parti d'un diagnostic très humain, très dans la chair. Oui. Parce que la qualité de vie au travail, c'est dans la chair. Hein. Oui. C'est parfois des choses qu'on vit douloureusement. Oui. Et puis on vide son sac et on le dit un bon coup. Et on se dit, j'espère que Lily facilite la vie, va vraiment me faciliter la vie. On espère parce aussi. Que c'est oui. ça, vous avez aussi une pression sur vos épaules lorsque vous les rencontrez, parce que les gens attendent de vous. Oui, les attentes sont fortes et c'est très important pour nous de leur faire comprendre que nous ne sommes pas Mary Poppins. Nous sommes vraiment là pour les moments de changement ou de fragilité, pour faire en sorte que ça se passe bien ou que ça se passe le mieux possible. Et ça, c'est vraiment notre enjeu sur les grands événements de la vie qu'on retrouve pour tout le monde à peu près. Merci Magali Siméon, merci d'être venue nous rendre visite. Merci de votre accueil. À la fin de cette saison de Smart Job, qui se poursuit, hein, je précise, à la rentrée. Je reviens volontiers. Mais vous êtes évidemment toujours la bienvenue pour nous faire peut-être un travail d'étude au fil du dernier trimestre pour savoir un petit peu comment se vive cette reprise qu'on annonce, peut-être un peu délicate, sans parler d'une 4e vague qu'on nous annonce, qui évidemment recrée de l'angoisse supplémentaire. Merci Magali, cofondatrice CEO de Lily, facilite la vie avec cette plateforme experte en QVT. Tout de suite, on fait du droit. Le droit, rien que le droit. Smart et Réglo. Ne bougez pas. Smart et Réglo, c'est tout de suite avec notre rubrique consacrée à la canicule. Vous allez me dire, mais pourquoi il parle de canicule? Il fait pas chaud. Bah si, on en parle quand même. C'est tout de suite. La canicule, on en parle avec Étienne Pujol. Alors, Étienne Pujol, il a des idées qui sont souvent extrêmement lumineuses, il faut le dire, Étienne. Merci, Arnaud. Vous êtes avocat en droit social au cabinet Berilo. C'est intéressant, cette idée de canicule. Alors, bon, il pleut. Bon, on s'est dit pas de chance. Mais il aurait pu faire très chaud. Oui. Pourquoi c'est important sur le plan du droit de traiter, de gérer cette question de la canicule? Il faut anticiper, en fait. Toute la problématique des employeurs, des entreprises, c'est d'anticiper le risque, gérer le risque. On l'a dit suffisamment ici avec la pandémie, avec le télétravail, les risques managériaux, etc. Mais la canicule aussi, ça s'anticipe. Et ça s'anticipe de préférence quand il ne fait pas encore un épisode caniculaire. Et là, vous l'avez anticipé. Exactement. On l'a bien anticipé. On l'a anticipé, mais on en parle beaucoup. Vous avez vu ce qui se passe à Vancouver, vous avez vu ce qui s'était passé en Australie il y a 18 mois. 50 degrés. Exactement. Et ce sont des températures qui sont extrêmes et pour lesquelles les travailleurs sont exposés. Or, on l'a dit, l'employeur a le devoir de s'assurer et de préparer la santé et la sécurité physique de ses salariés. Et donc, la canicule fait partie des risques que l'employeur doit appréhender et anticiper. Alors, évidemment, quand on parle canicule, et on va arrêter de sourire, je pense notamment aux salariés, aux ouvriers sur les chantiers. Oui. On les voit très souvent sur les routes, dans les villes, et qui, avec des températures abominables, remettent du pavage, coulent du goudron. Ça, évidemment, ça touche en partie, on parlera aussi des gens du tertiaire qui sont dans des bureaux où il fait 45 degrés. Mais concrètement, qu'est-ce que peut faire l'employeur? Il lève le chantier, il dit on ne peut pas travailler? Parfois, oui, et même les salariés peuvent le faire. Vous savez qu'il y a un droit de retrait que les salariés peuvent exercer s'ils estiment que leur sécurité est en jeu. Et typiquement, effectivement, ceux qui sont à l'extérieur ou qui sont à l'extérieur et qui en plus doivent porter des équipements spéciaux de sécurité, etc. Casques. Exactement, vous imaginez la chaleur qu'il peut faire. Et donc l'employeur doit soit effectivement anticiper cela, puisqu'il y a une surveillance par Météo France qui permet d'anticiper les épisodes de chaleur, que ce soit des pics de 2 ou 3 jours ou des périodes de canicule qui sont supérieures à 3 jours, et décaler le cas échéant les chantiers ou aménager les horaires de travail. 2 outils
pour l'entreprise. Alors, on va parler de un plan d'action, donc ça c'est très concret, hein. J'imagine négocier avec les partenaires sociaux, Oui. avec les représentants du personnel à minima, et puis il y a l'outil d'actualisation du DUER. Qu'est-ce que c'est? Exactement. Là, j'ai appris un mot là. L'acronyme Document unique d'évaluation des risques. Ah, voilà. C'est un document qui est obligatoire dans toutes les entreprises et qui permet d'appréhender pour chaque poste de travail quels sont les risques auxquels les travailleurs sont exposés, que ce soit du tertiaire, juste de la prestation de service ou de la saisie informatique, mais aussi des gens qui vont être sur des machines ou qui vont être dans des bureaux, et précisément, vous l'évoquiez à l'instant, des bureaux où il peut faire chaud, où la climatisation peut ne pas marcher, ou qui sont exposés plein ouest avec le soleil couchant et donc le soleil en pleine figure. Juste des questions très pratiques, parce que ça concerne les avocats, parce que là on est sur le terme générique, la manière dont... Mais un salarié qui arrive dans son endroit pour changer, il fait 45 degrés, il doit changer parce qu'il doit mettre une tenue particulière, une grande surface, grande distribution, personnel technique, dans des Algeco à 45 degrés. Est-ce qu'il dit, moi je ne peux pas travailler dans ces conditions, j'exige, et donc ce référent, j'imagine, au délégué du personnel, je ne peux plus travailler dans ces conditions. Comment ça se passe là sur le plan du droit? Comment ça se passe? En fait, comme je le disais, il y a le droit de retrait qu'il peut exercer en disant, moi, si je vais travailler dans ces conditions-là, ma santé est un risque. Et donc, j'exerce mon retrait, je ne travaille pas. Alors évidemment, après, il doit y avoir de la discussion avec l'employeur pour que quand même la prestation soit réalisée. Mais effectivement, le salarié est responsable de sa sécurité et de la sécurité de ses camarades. C'est pas uniquement pour soi-même, mais le Code du travail prévoit... L'employeur, hein. Non, le salarié doit prévoir pour lui-même et pour ses camarades. Et l'employeur, bien entendu, c'est sa responsabilité de s'assurer de la santé et de la sécurité de ses salariés. Et c'est pour ça que, vous l'évoquiez il y a un instant, et c'est tout à fait vrai, il doit y avoir un dialogue plutôt en amont. Effectivement, aujourd'hui, il pleut, mais il fait déjà 30 degrés à Calvi aujourd'hui, ce matin. Donc, 29 à Île-Rousse. 29 à Île-Rousse, je vois que monsieur est renseigné. Absolument. Donc, effectivement, il va faire chaud cet après-midi. Et donc, dans des températures extrêmes, quand on doit renouveler l'asphalte sur les routes, eh bien, il va faire très, très chaud. Et donc, il faut anticiper ces situations-là. Vous l'entendez, Étienne, l'argument de l'employeur ou d'un groupe, parce que ce sont des groupes de BTP qui disent, mais attendez, nous, on a des clients à servir, on a des délais à tenir. Et si on arrête le chantier quand il gèle à -5 ou qu'il fait plus de 30, là, je me fais l'avocat du diable, bah, nous, on ne peut pas vivre. Enfin, il y a un débat sur le plan économique, là. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut anticiper les périodes de chantier, les périodes dans lesquelles on va estimer qu'il va faire trop chaud et on va devoir s'interrompre. Généralement, il y a quand même un consensus qui fait jour sur la santé et la sécurité des salariés. Il y a une température donnée, précise, qui fait que à partir de 35 degrés, l'entreprise ou les salariés peuvent dire non, on ne peut plus? Non, mais en revanche, une nouvelle circulaire interministérielle a été diffusée mi-mai qui anticipe ces vagues de chaleur, puisqu'on sait qu'il y en aura de plus en plus et de plus en plus importantes. Je vous rappelle quand même qu'en 2003, il y a au moins 15 000 morts qui sont intervenus, ce qui a déclenché la journée de solidarité. Tout à fait. Mais on sait que ces épisodes de canicule, c'est-à-dire de longue durée, de périodes de haute chaleur, vont se multiplier. Et donc, cela implique d'anticiper, notamment pour les chantiers en extérieur, de les faire plutôt à mi-saison qu'en plein hiver ou en plein été, mais également pour le tertiaire, d'anticiper comment on gère ces épisodes-là. Donc, c'est une incidence sur le calendaire, sur l'organisation des chantiers, la manière dont on organise avec son client. Exactement. Notamment. Et y compris dans la journée d'ailleurs, parce qu'on peut tout à fait prévoir de décaler en plus tôt le matin et plus tard l'après-midi. Comme en Espagne. J'allais le dire, exactement, voilà. comme en Espagne. On travaille différemment. Pas entre 13h et 15h. Tiens, d'ailleurs, en parlant de l'Espagne, le tertiaire, en connaissant un petit peu l'Espagne, c'est vrai que les cadres en Espagne décalent, démarrent à 6h du matin, 6h, 10h grand max. Et pause, et puis on rattrape le travail plus tard. Là aussi, un salarié du tertiaire dans des locaux qui ne seraient pas climatisés, par exemple, est-ce que là, il a aussi cette capacité de droit de retrait, de dire, moi, il fait 38 degrés, j'ai mis un thermomètre, je ne peux pas travailler. Oui. Ça, c'est rarement vu, ça. Le droit de retrait s'exerce à tout moment et en phase de risque. Alors après, un dialogue doit s'échanger, doit intervenir entre l'employeur et le salarié pour appréhender cette situation-là. Quand même, non ? L'employeur, généralement, va proposer des climatiseurs d'appoint ou des ventilateurs. Il a l'obligation de fournir de l'eau fraîche ou de l'eau réfrigérée, même si ce n'est pas ce qui réhydrate le plus. On sait que dans le désert, on boit plutôt du thé chaud que du thé froid. Ouais. Mais voilà, en tout état de cause, il doit y avoir un dialogue sur les conditions d'exercice du travail. Et point également essentiel, avec la multiplication du télétravail, et le télétravail qui nous était soi-disant imposé tout cet hiver, quand on est chez soi, on n'a pas forcément de climatisation.
Et donc, quelle est la responsabilité de l'employeur par rapport au rafraîchissement de l'ambiance de travail? On anticipe que beaucoup de gens sont déjà allés télétravailler dans leur maison de campagne quand ils ont la chance d'en avoir une. On l'anticipe avec certitude même. Quelques conseils avant de nous quitter aux téléspectateurs, à ceux qui nous regardent, à la fois côté employeur, côté salarié, puisqu'en fait c'est un face-à-face parfois. C'est profiter de cette période en amont de fortes chaleurs qu'on anticipe pour instaurer lors de la prochaine réunion du CSE, par exemple du mois de juillet, ce dialogue pour mettre en place un plan d'action, désigner un référent canicule au sein de la société qui sera responsable des remontées d'informations en lien avec le CSE sur les partenaires sociaux. Et puis, on l'évoquait à l'instant, les salariés qui sont en télétravail dans un studio sous les toits, quand on parle des immeubles haussmanniens parisiens, ils vont avoir très chaud et donc appeler ces gens-là pour leur demander comment ils comptent gérer un épisode caniculaire s'ils devaient intervenir. Les toits en zinc, qui sont épouvantables, qui sont très beaux, mais qui effectivement dégagent une chaleur abominable. Oui. Merci Étienne. C'est vrai qu'il faut s'attendre, c'est pas parce qu'il pleut et que la séquence là est plutôt partie sur des périodes de pluie. Il est fort possible que cet été on ait. Alors la canicule, ça se calcule sur quoi? Plus de 6 jours d'affilée? Oui, exactement. Il y a le pic qui est en dessous de 3 jours et après la canicule qui est au-delà d'une semaine. Au-delà d'une semaine. Et là, on considère qu'on est dans une phase caniculaire. Merci Étienne d'être venu sur notre plateau, avocat en droit social au cabinet Berilo. C'était toujours un plaisir de vous accueillir. Je ne sais pas si je vous reverrai d'ici notre départ. En tout cas, merci d'être venu sur notre plateau aussi régulièrement. Puis on espère vous retrouver évidemment à la rentrée prochaine pour de nouvelles aventures. Merci en tout cas. On fait la pause parce qu'évidemment derrière vous, vous le savez, c'est la pause café, bien sûr, incontournable, la pause café de Fanny Griesmer. Et tiens, on va parler de la tenue vestimentaire, la façon dont on s'habille. C'est de l'apparence des apparences, c'est le langage non verbal. On en parle. Tiens, comment est-elle habillée Fanny Griesmer aujourd'hui ? Fanny, c'est intéressant. Alors, je faisais un petit peu d'humour, évidemment. Comment est habillée Fanny Griesmer aujourd'hui? C'était une blague, ne parlez pas mal, mais on parle du vestimentaire, du poids des apparences, ce que moi j'appelle le langage non verbal. Ça en fait partie. Ça en fait partie. Vous avez totalement raison, effectivement. Vos vêtements parlent pour vous. Mais c'est vrai que vous avez peut-être passé des mois et des mois en télétravail, lové dans votre jogging ou votre pyjama préféré. Alors c'est vrai qu'avec le retour au bureau, il a fallu de nouveau apporter du soin à votre tenue et sortir à juste titre de votre zone de confort. Alors il y a les goûts et les couleurs en matière vestimentaire, oui, mais il y a aussi ce qu'il convient ou non de porter, et bien sûr la décence, une notion remise sur le devant de la scène ces derniers jours. Le ventre ou pas, c'est ça? De la tendance à l'indécence, il n'y a parfois qu'un pas plus embarrassant qu'un fashion faux pas. D'où cette question: au bureau, peut-on tout se permettre en matière vestimentaire? La réponse est non, bien sûr, car si la vie ne fait soi-disant pas le moine, au bureau on ne peut pas s'empêcher de penser que si, en fait. Oui, même sans uniforme, la tenue vestimentaire obéit à des codes. Alors concrètement, qu'est-ce que dit la loi? Parce qu'il y a un débat sur les écoles. Est-ce qu'on interdit ce vêtement qui exhibe le nombril? Le cropped top. Le cropped, ça, vous maîtrisez ce mot. Le cropped, ça marche. Au bureau, vous allez le voir, on déconseille. Oui, j'en ai bien peur. Donc, théoriquement, selon le code du travail, chaque salarié est libre de s'habiller comme il le souhaite au travail. Bon, il y a la théorie et la pratique. En tout cas, la liberté peut être opposée par l'entreprise puisque la loi prévoit effectivement des restrictions pouvant être justifiées par, je cite, la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. En clair, un employeur peut restreindre la liberté de se vêtir dans certains cas de figure. Par exemple, pour des raisons de sécurité ou d'hygiène. On en parlait tout à l'heure, par exemple, des salariés ou des ouvriers sur les chantiers. Effectivement, ils doivent être équipés de tenues adaptées et de sécurité. On pensera aussi notamment à un cuisinier en cuisine avec un tablier, c'est obligatoire. Et la Charlotte. Mais l'entreprise peut également le faire pour une question d'image, de marque. Et là, ça va plus concerner effectivement les salariés qui travaillent dans un bureau. Ça concerne essentiellement les salariés en contact avec des clients, des prospects, du public et qui sont en quelque sorte en représentation pour l'entreprise. Et là, c'est la culture du milieu professionnel en question qui définit ce qui est attendu, ce qui se porte ou ce qui ne se porte pas. Donc, c'est les peintures de guerre d'une entreprise. C'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle les peintures de guerre. Oui. Costume, pas costume, cravate, pas cravate, t-shirt, pas t-shirt, polo Lacoste le vendredi ou pas.
Ah oui, alors ça c'est une grande question. En tout cas, il n'y a pas que la loi qui définit ce que vous allez porter ou non. Il y a aussi la question de l'apparence, des apparences et le regard de l'autre. Qui ? Votre supérieur ? Vos collègues. C'est certainement d'ailleurs la limite ultime opposée au choix vestimentaire. Alors c'est vrai qu'a priori on n'est pas moins compétent en t-shirt qu'en costume. Vous pourriez présenter aussi bien cette émission en t-shirt, mais effectivement il y a le poids des apparences. Ah oui. Et vous le savez Et le que respect vous de ceux qui renvoyez une image, d'autant que au bureau, votre tenue est systématiquement scrutée, contrairement à ce que vous pouvez penser. Vous regardez celle des autres, les autres regardent la vôtre. Logique. Et elle peut être professionnelle ou pas. Alors c'est vrai que si vous passez la porte de l'open space avec un legging léopard, un maillot de l'équipe de France, vous allez vous faire remarquer, mais pas forcément de la meilleure façon qui soit. Alors même en l'absence d'un règlement intérieur qui est très précis à ce sujet, il y a des règles implicites et aussi vos propres limites. Vous n'êtes certainement pas prêt à sacrifier votre crédibilité professionnelle sur l'autel de la mode. Parce que vous le savez, la maîtrise du vêtement au sein d'une entreprise, c'est un prérequis aussi pour évoluer avec justesse dans le milieu dans lequel vous entrez, ou voilà, pour monter en grade aussi. Et puis, les codes vestimentaires, ça symbolise l'appartenance. Ce qui explique aussi pourquoi le choix de la tenue idoine pour un entretien d'embauche peut se révéler être un véritable casse-tête. Oui, on avait évoqué. On a tous passé des heures devant notre dressing. On a évoqué les tatouages aussi, rappelez-vous, qui sont C'est aussi des éléments. C'est la même chose, finalement. bien sûr. Est-ce que c'est professionnel ou non? Alors, on va quand même de plus en plus. Moi, je portais beaucoup de cravates. Vous avez vu, on va à la décontraction de plus en plus. Oui, effectivement. Au relâchement, et pour ne pas pas dire. seulement dans les startups. Effectivement, Non. on a de nombreuses entreprises qui ont lâché du lest et qui n'exigent plus la formalité d'antan, notamment le costume cravate. Avec l'instauration notamment du Friday Wear, le vendredi, on se permet un petit peu plus de folie. Et oui. Alors quand, dans certains milieux, peut-être qui restent malgré tout conservateurs, on va faire l'impasse sur la cravate, dans d'autres, on pourra se permettre un jean, un petit polo, des baskets. Rarement plus, car même la décontraction est codifiée, d'autant que cet assouplissement tend à se généraliser sur toute la semaine. Maintenant, c'est le casual wear, où vous n'aurez pas seulement la petite folie du vendredi, ce sera sur toute la semaine. Donc même dans le cool, il vaut mieux se fondre dans le moule et voir un petit peu ce que les autres portent. C'est la question quand même de savoir ce qu'on peut porter ou pas, puisque la question de la canicule est posée. Alors, on n'est pas en canicule, je leur dis, mais ça peut arriver. Il fait extrêmement chaud. Est-ce qu'on vient L'été est loin d'être terminé. Est-ce qu'on sort les tongs? Quand le thermomètre s'affole, effectivement, on est plutôt tenté d'adopter un dress code un petit peu plus léger. Effectivement, il ne s'agit pas seulement de savoir si on peut laisser tomber la cravate, la veste ou non, mais de savoir si on peut venir au bureau en tongs et bermuda. C'est ça. Et sachez que sur ce point, rien ne vous l'interdit. Pas le code du travail en tout cas. Un code du travail d'ailleurs qui ne renseigne pas plus sur la longueur d'une jupe, celle d'un t-shirt, on en parlait tout à l'heure avec le crop top, ou la profondeur d'un décolleté. Ce sont vraiment des détails laissés à la libre appréciation de votre employeur qui reste en droit d'exiger une tenue propre et décente. On en revient à ce fameux terme. Et là, c'est compliqué. Donc, un petit conseil. Moi, je vous conseille quand même d'observer autour de vous ce qui se pratique avant de vous lancer. Parce qu'effectivement, on voit que même dans des entreprises où vous n'êtes pas en contact avec le public, il y a eu des affaires où les salariés se sont retrouvés licenciés. Et évidemment. C'est-à-dire que vous arrivez dans une réunion chez un banquier d'affaires en tongs et en short, c'est vrai que tout d'un coup, ça peut surprendre. Un petit peu. Un peu. Il y a une question de respect aussi. De respect aussi, notamment à la télévision. Et dans un bureau, je me penchais sur la question sur l'habit fait-il l'état d'esprit. Certains vont se sentir plus productifs en tenue décontractée, quand d'autres vont se sentir plus puissants, plus efficaces. Mais bien sûr. En tenue assez formelle. Assez formelle, évidemment, qui donne plus d'impact à ses propos parfois. Totalement. Merci, merci Fanny. Qu'est-ce que j'apprends comme mot en anglais depuis un an avec vous? Casual. Oh là, casual. Crop top. Alors crop top, là je l'ai appris, celui je le garde. Merci Fanny. On fait une petite pause et on va s'intéresser à un sujet qui nous tient très à cœur dans Smart Job, la place des réfugiés politiques notamment, au sein du monde du travail. C'est un parcours du combattant. D'abord, la loi leur interdit d'accéder à l'emploi immédiatement. On en parlera évidemment. Et puis, il y a évidemment des difficultés. On va en parler avec des experts, des spécialistes, mais aussi avec un réfugié politique qui a accepté de venir répondre à nos questions. Parcours du combattant, mais c'est aussi la marque d'une bonne intégration. On en parlera et on en parle dans quelques instants, juste après cette pause.
Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job. Très heureux de vous retrouver, évidemment. On va s'intéresser aux réfugiés politiques. Tiens, mais quel est le rapport avec le monde du travail? Si, il y a un rapport direct. C'est qu'un certain nombre réussissent, alors c'est compliqué, à trouver leur place au sein de la société grâce à un emploi. Alors c'est un parcours du combattant, c'est compliqué. Il y a la barrière de la langue, il y a les difficultés culturelles. Et puis il y a évidemment les réticences des entreprises. Certaines jouent le jeu, certaines ont décidé de s'engager justement dans cette direction parce que pour ces femmes et hommes qui ont quitté leur pays, souvent dans des conditions difficiles, eh bien c'est la marque d'une intégration réussie, puis d'un accès évidemment à une rémunération, à un emploi, à une dignité. On en parle avec mes invités. Mathilde Patoureau est à ma droite. Vous êtes responsable Île-de-France et responsable pédagogique chez Codico. Codico qui accompagne justement ces réfugiés. Alors, pas uniquement les réfugiés politiques, juste pour mettre déjà un petit éclairage, je dirais, technique, parce que c'est très juridique. Alors en fait, on parle de réfugiés statutaires. On ne fait pas vraiment de distinction entre politique ou d'autres types de causes. Il faut répondre aux conditions de la Convention de Genève et ensuite on est reconnu réfugié. Réfugiés, c'est intéressant parce qu'en fonction des chaînes de télévision où on est, de l'endroit où on parle de migrants, de réfugiés. C'est des réalités très différentes. Voilà, et donc c'est intéressant qu'on fasse le point. À ma gauche, Tariq Zaza, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des partenariats chez Visable International et la raison pour laquelle vous êtes ici, c'est parce que Codico met en place du mentorat, de l'accompagnement pour permettre à des salariés, et votre entreprise, 8 salariés de votre entreprise, travaillent avec 8 réfugiés. On fera le point évidemment sur le choix de votre entreprise de s'engager sur cette question et ce que ça apporte évidemment aux réfugiés, mais ce que ça apporte bien entendu aux entreprises. Et puis avec nous, je le salue et je le remercie de venir témoigner sur le plateau. Moon, on va vous appeler comme cela, vous êtes modélisateur 3D. Vous vous situez comment? Réfugié politique, vous êtes arrivé en 2016 ici en France, avec le statut de quoi? De réfugié politique? Tout à fait. Je n'avais pas de statut de le début, mais j'étais demandeur d'asile. Et puis après 6 ans, j'ai bien obtenu mes papiers. 6 ans? 6 ans. Donc d'une procédure longue? C'était super longue et puis j'avais pas de papiers pendant 2 ans. Donc situation irrégulière pendant 2 ans? Ouais. Donc là, qu'on se le dise assez calmement, vous êtes hors la loi. Tout à fait. Dans l'incapacité de trouver un emploi, on est bien d'accord? Bien sûr. Je vous pose la question abruptement parce que ça concerne des milliers, pour ne pas dire presque des centaines de milliers de jeunes que l'on croise dans les grandes villes et notamment à Paris. Comment on fait pour vivre dans ces conditions sans pouvoir accéder à l'emploi? Garder courage. Oui, mais ça ne nourrit pas le courage. Et donc, moi, heureusement, mon conjoint est française et elle m'a aidé énormément pour tenir de cette situation qui était affreuse pour moi. Évidemment. Par contre, grâce à Codico et Isabelle, j'ai bien réussi à la fin. Et je suis sorti dans le tunnel. Juste d'un mot et de plusieurs, vous vous sentez comment aujourd'hui depuis votre arrivée? Est-ce que le pays d'où vous venez, vous avez cette nostalgie d'un retour potentiel? Ou vous dites j'ai trouvé ma place en France, et on va revenir évidemment à la place liée à l'emploi, à votre place dans la société. Est-ce que vous dites moi je suis bien et je vais construire ma vie ici intégralement? C'est très intéressant comme question parce que moi, je crois que quand on habite n'importe où, c'est notre maison, c'est là-bas. Peu importe on vient d'où, mais c'est important qu'on habite où, on fait quoi. Et là-bas, c'est ta maison. Soit ici, soit sous le Mars, c'est pareil. Là-bas, c'est ma maison avec un emploi, parce que les deux Bien sont sûr. liés, on est d'accord. Enfin, je veux dire, votre existence aujourd'hui est très différente de celle que vous avez connue de 2016 à 2018. Exactement. Mathilde, c'est intéressant parce que ça nécessite un certain courage, une certaine envie de vouloir témoigner, de dire c'est possible, ça marche pour tous les autres, tous ceux qui galèrent. Racontez-moi, Codico, c'est quoi l'esprit, c'est quoi la philosophie? C'est de donner une dignité par l'emploi à des réfugiés qui, pour certains, sont dans le dénuement le plus absolu. Oui, alors en fait, Codico, ça veut dire code en grec. Et l'idée, c'est qu'on est là vraiment pour transmettre les codes du marché de l'emploi, du monde du travail, à des personnes qui arrivent en France, à qui on dit maintenant vous avez un statut qui vous permet de travailler légalement. 9 mois, il faut préciser que c'est 9 mois d'attente. Hein. Parfois beaucoup plus. Beaucoup plus. Parfois, légalement, c'est 9 mois. Oui, mais ça peut être plus s'il y a un appel. Enfin, tout dépend de la complexité de la procédure. Et une fois que la personne a le statut réfugié, elle a un permis de travail automatiquement. Mais il faut la mettre en capacité de travailler. Et ce n'est pas toujours le cas. Quand on débarque dans un pays où on connaît absolument personne, on ne maîtrise pas la langue, on n'a pas de réseau, on a besoin d'aide.
Mathilde, je voudrais le réentendre, parce que c'est quelque chose qui, excusez-moi, vient heurter un débat politique qui risque d'animer la campagne présidentielle. C'est un vrai débat. Dès lors que la personne a des papiers, même qui sont en cours de validité, c'est quoi? C'est un permis de séjour temporaire? C'est quoi le papier qui permet d'accéder à l'emploi? Alors, tant que la personne est demandeuse d'asile, elle n'a officiellement pas l'autorisation de travailler. Il y a quelques exceptions, mais qui sont très rarement appliquées. Par contre, dès que le statut réfugié est obtenu, automatiquement, c'est un permis de travail. Donc ça veut dire qu'il faut s'implémenter, si je peux me permettre ce mot, sur l'ensemble de ceux qui ont accès à ce statut pour pouvoir les prendre par la main et les emmener vers l'emploi, on est d'accord? Voilà, l'idée, c'est vraiment de les accompagner, pas de faire à leur place, mais en tout cas de les accompagner vers une autonomisation dans la recherche d'emploi. Tariq Zaza, c'est intéressant. Visible International, alors c'est une plateforme B2B, pour préciser ce qu'est votre entreprise, qui permet évidemment une plus grande visibilité aux entreprises qui choisissent Visible. Pourquoi ce choix? Pourquoi avoir eu envie de vous engager et d'accompagner? Alors, Moon a été accompagné, et puis il y en a d'autres. Il y a 8 autres réfugiés qui ont leur statut, qui sont actuellement accompagnés. Quel est ce choix? Quelle est cette volonté? Alors, en fait, il y a eu une première promotion avec 8 membres, il y a une deuxième promotion. Il y a eu tellement de succès qu'il y a une deuxième promotion aujourd'hui de 5 membres. Et je pense que, une société comme la nôtre peut vouloir engager nos collaborateurs au-delà de notre mission financière, business. Ça crée de la solidarité, ça crée de la collaboration au sein de l'équipe et ça nous permet aussi de relativiser et d'apprendre aussi, parce que les binômes ont droit à un mentoring, mais nous aussi on a le droit de grandir et d'apprendre et d'évoluer avec eux. Un mot quand même, je vais donner la parole à Moon, mais j'ai lu qu'il y avait la restauration là, qui aujourd'hui avait besoin de salariés. Il y a eu tout un débat à l'Assemblée nationale sur l'idée de tous ces migrants que l'on voit aujourd'hui parfois en déshérence, de leur donner un accès à l'emploi plus rapide. Est-ce que vous le souhaitez, vous qui avez traversé ces 2 années, aidé par votre compagne, par un réseau de solidarité, est-ce qu'il faut accéder plus rapidement à l'emploi? Est-ce que c'est la clé de la dignité de ceux qui ont choisi la France pour venir s'installer? Ça veut dire que votre question, c'est ça que après statut on croit qu'on peut trouver travail facilement, c'est ça? Oui. Pas du tout. Si on bouge pas, si on parle pas, comment on peut avoir un travail? On attend quelque chose, ok, c'est parfait. Mais quand on bouge pas, on va pas essayer. Si on va pas toquer la porte, comment on peut avoir un travail? C'est impossible. Il y a la barrière de la langue qui effectivement est un obstacle, les barrières culturelles, et puis j'ai aussi, j'imagine, la espèce de peur, d'autocensure. Vous dites, j'ose pas. Enfin, Mathilde, c'est un peu ça la réalité. Il y a beaucoup de potentialités chez les réfugiés qui avaient des métiers, j'en ai croisé, médecins, pharmaciens, ingénieurs, chercheurs, et puis quand ils arrivent en France, mais, je sais pas, ils ont les pieds dans le ciment, ils n'osent plus bouger. Oui, en fait, je pense que c'est aussi un manque de reconnaissance de leur expérience et de leurs compétences qu'ils ont pu acquérir dans leur pays d'origine ou dans d'autres pays. Et ça, c'est très difficile de les faire reconnaître en France, au même titre que faire reconnaître un diplôme. Donc ça veut dire que votre boulot aussi, c'est de les mettre en confiance. Ça joue aussi beaucoup sur la confiance. Tu peux le faire, tu peux apporter. C'est ça aussi ce que vous apportez chez Visible. Absolument. Vous regardez un cadre, je ne sais pas quel est le profil de ceux qui mentorent ou qui tutorent, sont des cadres, j'imagine? C'est souvent des cadres, mais pas forcément, pas que. Leur boulot, c'est quoi? L'opportunité est ouverte à tous les collaborateurs de la société. Donc à partir du moment où on a envie d'aider, à partir du moment où on peut apporter quelque chose, et souvent c'est simple, ça peut être... Le permis de travail, c'est le premier objectif, mais derrière, il faut encore trouver le travail. Comment travailler avec Pôle emploi, comment rédiger une lettre de motivation, comment aller obtenir son permis de conduire. Ce sont des choses souvent simples. Comment se présenter, comment arriver avec... On évoquait avec Fanny Griesmer les codes vestimentaires, la façon dont on va se présenter à un employeur. Ça a été des obstacles. Quel était le métier? Quelle était votre formation avant d'arriver ici en France? À la base, moi, j'ai fait architecture. Je suis architecte intérieur. Et donc, par contre, j'adorais être modélisateur 3D. Et donc, j'ai continué comme ça ici, parce que... Vous créez de la 3D, en fait Tout à fait. J'ai créé les maisons, intérieures, extérieures, même des bijoux, des fois. Ça dépend du projet. Vous avez réussi, si je peux me permettre, à rester dans le domaine, ça reste dans le prolongement du domaine d'activité. Je ne sais pas quelle est la relation que vous avez avec d'autres réfugiés. J'imagine qu'il y a des réseaux de solidarité. Vous parlez entre vous, j'imagine. Non? On est très isolé? Malheureusement, pas beaucoup, parce que si on dit que je suis quelqu'un fermé au sérieux, ça veut dire que j'ai un objectif et j'aimerais bien continuer. Donc, je ne parle pas beaucoup avec les gens. J'ai pas d'amis. Enfin, j'ai des amis, mais très pauvres. On ne fait pas très soirée, on ne fait pas beaucoup de choses.
Parce que c'est objectif pour moi, c'est plus important. J'ai perdu 6 ans et je ne peux pas retourner et je fais ce que je veux. Et je suis un petit peu fermé, je suis un petit peu... Donc là, vous êtes concentré sur votre objectif. C'est ce que vous nous dites, Moon. Vous dites, Tout à fait. j'ai fait ce choix, j'ai un emploi, je m'y accroche et je fonce pour construire ma vie, j'imagine, parce qu'il y a aussi l'idée de construire une vie. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais enfin, de bâtir, comme on dit, une famille. Mathilde, j'ai vu dans votre chiffre Codico que ça marchait très très bien, puisqu'il y a 2 réfugiés sur 3 qui accèdent à l'emploi. Donc ça fonctionne, ça veut dire que lorsqu'il y a un accompagnement, une mise en confiance, ils accèdent à l'emploi. Dans les domaines qu'ils faisaient auparavant, ou est-ce que parfois ils sont obligés de totalement changer de cap ? Alors oui, effectivement, nous, l'objectif, c'est vraiment d'amener ces personnes réfugiées vers leur emploi choisi, quelque chose qui correspond soit à ce qu'ils faisaient dans leur pays d'origine, qui s'en rapproche en tout cas, ou à un nouveau projet qu'ils auraient envie de mener en France. Mais parfois, il y a des étapes. Donc parfois, il peut y avoir un projet aussi court terme, avec un travail alimentaire pour progresser en français. Faire un peu d'argent. Voilà. Et ensuite, aller vers un emploi vraiment qui correspond à leur projet. Vous, quand vous êtes rencontrés tous les deux, enfin, je dis tous les deux, Visible et Codico, je ne sais pas si vous êtes vus physiquement, mais peut-être d'ailleurs même. Mais qu'est-ce que vous leur dites aux entreprises ? Comment vous amenez cette idée qu'il faut pouvoir accompagner ces réfugiés ? Parce que j'imagine qu'il y a peut-être des réticences, des moments où il y a des hésitations. En fait, vraiment, l'idée, c'est que donc les personnes réfugiées, comme j'expliquais, elles ont besoin d'accompagnement sur cette étape cruciale pour un petit peu... on va dire, amoindrir la marche à franchir entre leur vie d'avant et puis la vie qu'ils veulent construire aujourd'hui en France. Et les entreprises ont vraiment un rôle à jouer là-dedans. Et ce qu'on explique aussi aux salariés qu'on engage dans le programme, c'est que quel que soit leur profil, en tant que personnes qui vivent en France, qui travaillent en France depuis un certain temps, ils ont forcément quelque chose à apporter, même s'ils ne font pas le même métier finalement que la personne qu'ils accompagnent. Tiens, d'ailleurs, Moon, je donne la parole à Tariq Zaza, mais qu'est-ce qu'il ou qu'elle vous a apporté, le mentor, le tuteur de chez Visible ? Qu'est-ce que vous gardez de cet échange, de cette rencontre et de cet accompagnement ? Ce que c'était très touchant pour moi avec cette association Visible, il y a quelqu'un qui était à côté de moi tout le temps. Isabelle, hein ? Isabelle. Visible. D'accord, j'ai eu peur. Et comment s'appelait votre tuteur ? Parce que je croyais que ça s'appelait Isabelle. Ouais. Ça s'appelait Raphaël. Raphaël, oui. Raphaël, Voilà. excusez-moi, j'ai pas entendu. Oui. Et donc, tout d'abord, c'était une amie. Oui, il se crée un lien d'amitié. Exactement. Ouais. Qui comprend que mon situation, c'est compliqué. Et il n'oblige pas à faire quelque chose, mais il donne des chemins. Et après, il dit, c'est toi qui choisis, c'est toi qui fais ça, de toute façon. Mais c'est vous qui lui proposez le projet, vous lui dites, j'aimerais bien aller par là, comment je fais, j'ai besoin d'une aide concrète. C'est ça l'idée, c'est que vous avez des questions à lui poser. C'est entre amis, quoi. On parle vraiment et clairement. quand vous dites en ami, c'est en confiance. Exactement. C'est-à-dire que vous avez toute confiance en lui. Mais parfois, on l'appelle, parce que c'est pas forcément toujours borné, on appelle le tuteur, on lui dit, écoutez, je suis en galère, Raphaël, j'ai besoin d'une aide rapide, envoie-moi un mail, j'imagine que ça passe. C'est exactement comme C'est ça, hein, l'idée, c'est au fil de l'eau aussi. Parfois, on a besoin très vite Ça dépend de la personne. Il y a des gens qui veulent des rapports plus ponctuels et plus réguliers. En l'occurrence, moi j'avais un rapport de texto, de message, appelle-moi quand tu veux, si tu as une question. Parce que vous êtes aussi... Je suis tuteur, mais de quelqu'un d'autre. Voilà. Ça vous apporte quoi, vous, en tant que salarié de la boîte ? Une expérience absolument enrichissante. Une ouverture. Une ouverture, une meilleure compréhension de ce qu'ils sont en train de vivre. Et aussi une façon de se rendre utile au-delà de son travail et de son métier professionnel, de dire finalement j'ai des conseils qui peuvent être utiles. Et je pense que par rapport à ce que disait Moon, on les amène aussi à se poser la bonne question. On les amène on ne peut pas répondre pour eux, mais on peut les aider à se demander si le chemin ou la question est la bonne. Voilà. Concrètement, la suite, c'est quoi pour Codico ? C'est d'augmenter le nombre de tutorés, enfin de réfugiés pris en charge. On est à combien là chez vous ? Vous avez combien de personnes aujourd'hui qui sont accompagnées ? Combien d'entreprises travaillent sur ce programme ? Alors là, en ce moment, on est présent sur 4 territoires, donc Paris, Strasbourg, Tours et Rennes qui vient d'ouvrir, qui va lancer sa première promotion en septembre. On accompagne pour l'instant 130 binômes et sur toute l'année 2021, on sera à plus de 300 binômes accompagnés 300 sur 4 binômes. territoires. Donc 300 réfugiés, nous sommes d'accord. Excusez-moi pour être un peu concret, parce que je pense que les entreprises qui regardent, et peut-être même des
des réfugiés. Il y a une sélection, ça pousse beaucoup à la porte de Codico. Comment vous faites? Vous sélectionnez, comment ça se passe? Parce que j'imagine que tout le monde veut être accompagné par Codico. Alors c'est un assez long processus. C'est ça. Ouais, d'accord. Ce qu'on appelle nous donc le recrutement, en fait, c'est un recrutement. On recrute des participants pour nos promotions. Il faut. Et pour vous donner une idée, on démarre une promotion mi-octobre et on est en train déjà de lancer notre recrutement là à Paris parce que c'est un processus qui va prendre plusieurs mois. Excusez-nous, on parle énormément recrutement dans cette émission, technique, technologie. Comment vous faites chez Codico pour aller justement toucher les réfugiés, pour leur parler, pour qu'ils sachent que Codico existe? Parce que vous êtes présent pour dire que ça marche, mais comment vous faites, vous? Oui, alors vous mettez le doigt sur un enjeu important, c'est se faire connaître en fait, parce que les personnes et le besoin sont là, mais comment ils arrivent jusqu'à nous. Donc on a différents canaux en fait par lesquels nous arrivent les candidats réfugiés. Les réseaux sociaux fonctionnent très bien. Tous sont connectés, faut le savoir. Hein. Exactement. Bien sûr. Il y a beaucoup de bouche à oreille aussi, parce qu'avec 5 ans d'existence, on commence à avoir aussi une communauté. Tu galères, va chez Codico. Voilà, c'est un peu ça. C'est ce qui s'est passé pour toi, Moon. Bouche à oreille. Bouche à oreille. Et puis, un dernier canal très important, c'est ce qu'on appelle les prescripteurs. Donc, ça peut être des institutionnels comme Pôle emploi ou l'OFI, mais aussi et surtout toutes les associations qui gravitent dans cet écosystème, les centres d'hébergement et d'autres associations qui accompagnent sur d'autres sujets les personnes réfugiées. Avant de nous quitter, Moon, vous êtes un homme heureux, c'est-à-dire que vous avez trouvé un nouveau sens à votre vie? Parce que j'imagine que les 2 premières années, quand on est déraciné, qu'on quitte son pays, j'imagine sa famille, et qu'on se retrouve seul dans un pays en maîtrisant la langue difficilement, je ne sais pas quel était votre niveau de français en arrivant, on doit se dire oh là là, c'est dur. Tout à fait. Le début, quand j'arrivais, je parle anglais, et donc personne à peu près parle anglais. Et oui, ça a dû être difficile. C'était trop difficile pour moi. Et il y a un moment, je me suis dit, OK, j'habite ici, il faut que je parle français. Donc j'apprends la langue. Il faut. Comment vous avez fait d'ailleurs? Comment vous vous êtes pris pour apprendre la langue? Vous la parlez fort bien d'ailleurs. Merci. Mon conjoint, Oma, c'est un petit peu difficile à dire parce que... Vous dites comme vous voulez en fait. Oui, c'est elle. Et donc, c'était hyper important parce que j'ai habité avec un Française et puis ça me fait obliger à parler. Et donc, on a parlé anglais le début, mais il y a un moment donné, on dit que oui, on a mis d'accord qu'on parle français, même si j'arrive pas à répondre. Mais Moon, c'est quoi votre objectif? Vous savez, il y a une chanson en France, La place des grands hommes, qu'est-ce que je serai dans 10 ans? C'est une chanson célèbre qu'on a tous fredonnée. Dans 10 ans, vous voyez où? C'est difficile à dire parce qu'on ne sait pas le futur, ça vient quoi. Parce que c'est nous qui décidons des fois. Par contre, j'aimerais bien être... quelqu'un assez riche dans ma tête, pas dans ma poche. Les deux, c'est bien aussi. C'est très très bien, mais l'argent, ça apporte pas euro. Et riche dans votre tête, pour l'instant, vous ne vous sentez pas encore assez riche? Qu'est-ce qui vous manque? Je pense que le temps. À chaque année, on change le cerveau, la façon de penser, la façon de réfléchir. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas comme quand j'avais 18 ans. Bien sûr. Donc vous avez mûri là? J'espère. Vous avez l'air en tout cas bien dans vos baskets, comme on dit, non? Des fois, les situations dures, ça cuit notre corps, on dit, dans notre langue. C'est-à-dire qu'on grandit. C'était trop difficile, mais on a appris énormément de choses. C'est important qu'on comprenne les situations difficiles. Ça t'apporte énormément de choses positives. Évidemment. Il faut penser à le côté positif, pas négatif, parce que négatif, il est vraiment dur. Tariq, un mot chacun, Mathilde et Tariq, vous encouragez les entreprises parce que vous êtes aussi venus témoigner de cela, de dire faites-le, ça marche, ça fonctionne. Est-ce que vous embauchez derrière ou pas? Excusez-moi, c'est business, mais vous dites j'embauche pas ou je le fais vraiment avec le cœur? Alors on a embauché, mais pas dans notre promotion. On a embauché un binôme Codico qui avait fait son passage dans une autre société. Ils en avaient parlé, il y a eu un moment de bouche à oreille et on est très satisfait. Il est très bon, il a appris son métier, il est dans notre bureau développement et tech. Très bonne expérience. Ouais. Et d'ailleurs, on le considère même plus, j'imagine, comme un réfugié. Enfin, dans le sens, il a cette histoire de réfugié, puis ensuite les choses. Vous êtes d'accord, Mathilde? C'est juste un statut administratif. Puis c'est un état de transition. Vous êtes d'accord? Vous vous sentez comment aujourd'hui? Réfugié, vous l'avez posé la tenue là, vous l'avez mis à la poubelle ce costume de réfugié, non? On dirait, oui. On dirait? Oui. Un peu. On sent qu'il y a quand même encore quelques... Ça prend du temps de se détacher de ce... C'est l'objectif. Ouais. C'est ça votre objectif? Aujourd'hui, c'est un collègue.
C'est exactement ce que je voulais vous faire dire. Voilà. C'est un collègue. C'est un collègue et on ne regarde pas comme un réfugié qu'on accueille. Absolument pas. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous parce que c'est important qu'on parle de ces sujets. On parle beaucoup d'inclusion, mais c'est aussi une forme d'intégration et une forme d'inclusion aussi de permettre aux réfugiés statutaires, hein, le terme exact c'est celui-là. On ne dit plus réfugiés politiques, réfugiés statutaires. C'est un plaisir. Merci Amoun. Bonne continuation. Continuez à devenir riche dans votre tête, puisque c'est ça votre objectif, de la richesse dans l'esprit. En tout cas, vous avez l'air bien. Je ne sais pas, peut-être me trompais-je. Merci Mathilde Patoureau, responsable Île-de-France, responsable pédagogique chez Codico. Il y a un site internet, je suis allé voir, qui est extrêmement bien fait. Et puis il y a le bouche à oreille, il y a tous les réseaux. Et puis merci à Tariq Zaza, qui est à la fois chez Visebo, l'international, responsable des partenariats. Et puis vous êtes aussi un mentor, un tuteur. Vous accompagnez un garçon. Un garçon qui s'appelle Mohamed. Mohamed. Un Soudanais. Merci d'être venu témoigner. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Tiens, on va parler recrutement, puisqu'on parlait recrutement avec Mathilde. Alors, c'est un recrutement plus traditionnel, encore que cadre emploi avec Julien Breuil qui va nous parler des nouvelles techniques, manières de recruter. On en parle tout de suite. Julien Breuil, c'est un plaisir d'être avec vous. Vous êtes directeur des études chez Cadre Emploi. On va parler, alors, c'est une étude qui n'est pas sortie. Pas encore. Pas encore, donc on a entre guillemets l'exclusivité. Alors, j'ai pas tout le développement de l'étude, mais on va tout à fait bien s'en tirer. C'est une nouvelle manière de recruter, c'est ça? C'est une nouvelle technique de recrutement? Oui, alors en fait, on a voulu se poser la question de savoir si dans le contexte qui était le nôtre actuellement, avec des indicateurs macroéconomiques qui étaient un peu meilleurs, recrutement de cadres, croissance économique qui normalement devrait frôler les 5,5-6% normalement sur l'année 2021, de voir si finalement l'état d'esprit des dirigeants serait le même et finalement comment ils opéreraient pour réussir à faire leur recrutement. Voilà, c'est l'enjeu de cette étude qui a été fait en partenariat avec un cabinet de recrutement qui est Célescope et en même temps avec l'IFOP. Donc on a interrogé 400 dirigeants d'entreprises pour voir un peu quel était leur état d'esprit. Qu'est-ce qu'il ressort de ces études qui a été travaillée en triptyque, en fait, cadre emploi, ce cabinet de recrutement et l'IFOP? Qu'est-ce qu'il en sort de ce sondage? Alors, il en sort 3 éléments. Le premier élément, déjà, c'est qu'il y a un état d'esprit qui est résolument optimiste avec une certaine confiance. Donc ça, c'est plutôt intéressant. 35% des entreprises ont prévu d'avoir une croissance de leur effectif et 64% une stabilité. Alors, je mets toujours un petit bémol sur la stabilité parce qu'une entreprise peut très bien être amenée à restructurer et finalement licencier et recruter pour accompagner finalement leur transformation, notamment digitale. Mais néanmoins, c'est un élément qui est plutôt positif. Ça, c'est le premier élément, état d'esprit. Le deuxième élément, c'est que on sait que dans ce contexte-là, attirer un candidat, c'est pas aussi simple que ça. Il va falloir le faire bouger de sa zone de confort. Attirer les talents, quoi. Exactement, attirer les talents. Et là, on voit que le recrutement et la recherche d'un talent, c'est une science humaine et parfois elle peut être synonyme d'échec. Et là, ils l'ont très bien mesuré. On a quand même 61% des dirigeants qui nous disent qu'un recrutement sur 4 est un échec. Et on peut même aller jusqu'à 15% qui nous disent qu'un recrutement sur 2 est un échec. Je précise, Julien, qu'un recrutement, ça coûte de l'argent pour l'entreprise. Ils engagent un cabinet, il y a un processus. Donc c'est lourd pour une entreprise d'échouer. Exactement. Un recrutement, c'est du temps. Si c'est un échec, effectivement, c'est du temps corrélé à de l'argent, parce que forcément, le temps de retrouver un profil, de le remplacer, ça... quelque part, engendre encore d'autres difficultés. Donc, c'est vraiment un élément marquant, je trouve, de cette étude-là. Le troisième élément, c'est effectivement comment vont-ils opérer pour réussir à faire finalement ces recrutements. Alors, d'un certain côté, ils vont essayer d'aller vers des démarches, j'allais dire, un peu plus modernes. Alors, vous allez voir, forcément, une étude, on peut leur faire dire au travers des chiffres différentes tonalités. Mais ils évoluent, en fait. Ils évoluent. Oui, c'est vrai. 27% nous disent, aujourd'hui, je serais prêt à faire un modèle hybride de process de recrutement. C'est-à-dire, je rencontre d'abord en distanciel, à rencontrer entre guillemets, et ensuite, je les vois en physique. Ce qui s'est beaucoup fait pendant l'onboarding du Covid. À cette période-là. Alors, effectivement, 73% veulent revenir en présentiel. Moi, j'ai tendance à dire qu'avoir 27% un an et demi après, qui aurait pu penser il y a un an et demi qu'on débuterait un process de recrutement à distance, dont un tiers le dit. Exactement. Presque un tiers.
Je trouve que c'est un élément qui est assez fort, C'est une principalement avancée dans les pour vous. services. C'est une avancée. Pour moi, c'est une avancée. L'argument, c'est de dire, bon, on peut déjà commencer à prendre contact comme on l'a fait pendant le Covid, Exactement. et puis ensuite on valide le process, parce qu'en fait c'est souvent une validation par le physique. Tout à fait, parce que ça reste effectivement, on le disait tout à l'heure, une rencontre entre un candidat et une entreprise. Ça reste aussi une rencontre humaine, potentiellement entre un manager et son collaborateur. Il faut que ça matche. J'ai toujours tendance à dire qu'on passe quand même beaucoup de temps dans l'entreprise potentiellement, et qu'effectivement il faut quand même réussir à s'entendre et à avoir potentiellement les mêmes valeurs et la même culture. Bah oui. Donc c'est un élément important. Et puis ils sont prêts à se faire accompagner. Quand même, 25% des dirigeants ou des entreprises sont prêtes à se faire accompagner par un cabinet de recrutement. C'est un chiffre qui est plus ou moins stable. Alors, pas au travers de notre étude, mais si on regarde dans l'histoire, on a à peu près entre un recrutement sur 4 et un recrutement sur 3 qui passe par un cabinet de recrutement. Un cabinet. Oui, tout à fait. Encore une fois, je reviens sur le coût. Il faut que ce cabinet soit performant, parce que si c'est un échec et qu'on a en plus payé le cabinet de recrutement, on en revient finalement à mettre l'annonce sur LinkedIn. Hein. Alors, c'est vrai que... on fait souvent appel à un recrutement parce qu'on a une problématique soit de compétences pour trouver effectivement le bon candidat, soit pénurique, et puis aussi parce qu'à un moment donné dans son entreprise potentiellement on n'est pas staffé ou organisé pour engager une démarche de recrutement. Je rappelle que la première raison pour laquelle les entreprises font appel à un cabinet de recrutement, c'est leur capacité à sourcer. Donc forcément, on fait appel à ça pour trouver le bon candidat. Et il faut préciser aussi que certaines entreprises n'ont pas de DRH, parce qu'on parle beaucoup de DRH. Toutes les entreprises n'ont pas un DRH. Alors je sais que dans différentes émissions auxquelles j'étais intervenu, je précise toujours que certes, les grandes entreprises sont plus staffées et en proportion vont recruter plus. Mais néanmoins, en volume, ce sont les PME, ETI, voire TPE qui vont recruter davantage. Et en général, on le sait, les TPE et les PME n'ont pas de DRH. N'ont pas forcément de DRH, et c'est parfois le dirigeant lui-même qui fait le recrutement. Clairement, c'est lui Donc qui ça, s'en c'est occupe. un point hyper important, même pour les recruteurs, mais aussi pour les candidats. Dernière tendance de l'étude, dans sa philosophie, vous sentez quand même une transformation, que cette crise Covid modifie la manière de recruter. Oui, je La crois. stratégie, en tout cas. Sans être redondant par rapport à différentes émissions où j'ai pu intervenir ou par rapport à d'autres intervenants aussi, je crois qu'effectivement, il y avait des choses qui étaient en jachère et qui finalement... En gestation. Ou en gestation, Ouais, c'est ça. et qui finalement ont été accélérées. Le modèle hybride, le télétravail, enfin, en tout cas, une nouvelle façon de percevoir son emploi, voire le travail de manière générale. On a beaucoup parlé de l'équilibre vie pro, vie perso, de tous ces sujets-là. C'est des choses qui sont aujourd'hui extrêmement prégnantes pour les candidats et qui doivent l'être également pour les recruteurs. On n'attire pas un candidat si on ne répond pas à ses attentes, surtout dans un contexte où il y a encore un peu d'incertitude. Avec un débat, pour être court, sur l'hybridation du contrat de travail. Il faut que ça soit rentré aussi. Il faut en parler quand même. Les recruteurs doivent aussi maintenant hybrider de plus en plus leurs propositions. Merci Julien d'être venu nous présenter beaucoup. En exclusivité cette étude qui n'a pas encore été publiée. Elle va l'être dans les... Dès demain, normalement. Dès demain. Nous avons donc eu sur Smart Job cette exclusivité. C'est un vrai plaisir. Directeur des études chez Cadre Emploi, à découvrir cette étude sur la façon dont les dirigeants à la fois sont optimistes, pour bien se résumer, c'est quand même plutôt positif, et puis ils ont quand même envie de recruter avec peut-être des nouveaux canaux, de nouvelles technologies d'ailleurs même. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de Smart Job, c'est un vrai plaisir. Merci à Julien de m'avoir accompagné, merci à toute l'équipe, Fanny Griesmer, Pauline Gratel, merci à Emma Benassi pour l'accueil invité, merci à notre réalisateur Romain Luc et merci à Alex pour le son. Voilà, j'ai été complet, je serai là demain en direct évidemment. D'ici là, portez-vous bien et ouvrez vos parapluies. Bye bye.